Bonjour et bienvenue dans YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, c'est moi, Tina, mentor pour la YogiBiz Agency, qui a le plaisir de mener une interview avec une des personnes que j'ai accompagnées durant ces derniers mois. Donc, je suis ici avec Diana dans son magnifique lieu, dans sa magnifique yourte. Si vous regardez la vidéo, peut-être que vous voyez l'ambiance, la belle ambiance dans laquelle on se trouve. Et puis, on va parler aujourd'hui de son parcours, de la création de ses offres digitales, mais aussi de ses différentes prises de conscience à travers cet accompagnement. Donc, je passe la parole directement à Diana pour que tu puisses te présenter. Oui, alors je m'appelle Diana Chavarro, j'habite en Suisse, je suis colombienne d'origine, chanteuse et professeure de yoga. Ça fait un moment que j'exerce le métier de professeur de chant et j'ai eu envie de développer cette activité des professeurs de chant avec le yoga en digital. Donc, raconte-nous un peu, Diana, ton parcours. Comment tu es devenue prof de chant, comment tu es devenue yogi et comment tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui ici en train de développer du coup ton activité en ligne. J'ai commencé la musique très jeune en Colombie et le yoga aussi en même temps. C'était des hasards de la vie. Ma mère, elle aimait beaucoup, donc elle m'a amenée au cours de yoga avec elle et je trouvais que c'était une pratique chouette. J'arrivais bien à faire toutes les postures, donc ça me plaisait beaucoup. Et avec la musique, donc j'ai fait un long parcours de vie. J'ai fait du violon, j'ai après fait beaucoup de chorale et au moment des études professionnelles, j'ai choisi la voix. Donc, j'ai fini mes études de bachelor en Colombie et ensuite, j'ai voulu donc chercher à me former ailleurs et je suis atterrie en Suisse par beaucoup des hasards et là, j'ai fait 2 formations en master, donc la pédagogie de chant parce que j'ai toujours aimé donc enseigner et l'interprétation de l'opéra. Après ça, j'ai eu mes enfants et j'ai vu la possibilité de me former en professeur de yoga, de faire un teacher training parce que je voulais évoluer dans ma pratique. Pas forcément me dire, voilà, je vais aller là, mais c'était un peu la suite, la continuation. Et en commençant à enseigner le chant, tout de suite, j'ai vu le rapport que ça pouvait avoir avec ma pratique de yoga et aussi avec mes élèves. Et en fait, quand j'ai entrepris le teacher training, c'était déjà pour faire un mélange avec le chant. C'était déjà en vue de ça. Okay. Du coup, ensuite, tu as commencé à donner des cours de yoga en plus de tes cours de chant. Donc, tu as mené les 2 activités en parallèle pendant un moment? Oui, donc les cours de chant, c'était un peu avant. J'ai enseigné pendant 10 ans à la Haute École de musique de Genève, à Site-Neuchâtel, donc la musique, la pose de voix. Et ma période de professeur de chant a été un petit peu en même temps avec le Covid. Donc, j'ai eu mon teacher training, j'ai commencé. Et c'est là, on a un petit peu accéléré, freiné. La yourte a été posée à ce moment-là. Parce que dans ma tête, je voulais un endroit où j'avais tous mes éléments et il y a une ambiance pour donner le yoga. Donc ça venait aussi ensemble. Et en parallèle, donc, tout ce que j'apprenais au yoga, je l'appliquais avec mes élèves de chant qui ne sont pas forcément ni sportifs, ni yogis, ni ils ont des autres pratiques ou peut-être pas. Donc, comment amener ces enseignements sans qu'ils aient l'impression qu'ils sont au cours de yoga. Donc, là, ça a tout de suite commencé un petit peu à se tresser ensemble. Et comment ils ont réagi, ces chanteurs qui finalement n'étaient pas yogis à ces exercices de yoga? Alors, ils aimaient beaucoup, ils étaient très réceptifs. Je ne mettais pas le mot yoga. Parce que c'est un mot il est lourd. C'est pas que c'est négatif, mais ça vraiment dénote quelque chose de spécifique. Mais tant ils étaient très curieux, très intéressés. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même ma communauté élèves de yoga et ma communauté des chants qui sont, on va dire, séparés. Mais on commence à avoir un petit peu de l'intérêt si je venais juste à tes cours de yoga comme ça. Mais je pense que ça a été une réception positive du moment où je l'ai amené très doucement, vraiment derrière la scène jusqu'au jour d'aujourd'hui où l'offre elle est là et puis maintenant je l'assume complètement. Ouais. Mais avant, j'ai commencé vraiment très, très doucement. Ouais, ok. Et à quel moment tu t'es dit que ça pourrait être intéressant pour toi de développer des offres en ligne? Oui, alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc, il faut savoir que dans le monde du chant, l'apprentissage en ligne, ce n'est pas quelque chose qui est très développé. On le fait avec le prof qu'on connaît, mais disons que je pense qu'on est au stage des débuts encore. Du coup, j'avais jamais vraiment pensé à développer quelque chose dans la musique en ligne. Par contre, avec mon activité des profs de yoga, puisque dans le monde de yoga, ça s'est beaucoup plus développé, le discours était déjà là.
Et c'était juste en cherchant qu'est-ce que je fais comme formation. Est-ce que je fais encore un truc en musique? Je cherchais un petit peu à me former et je cherchais à proposer donc ces mélanges. Il y avait aussi la possibilité d'écrire un livre. Voilà, là, je sentais pas encore ça et je savais pas quoi. Et un jour, quelqu'un que je suis sur les réseaux, Laurane, qui fait partie aussi des YogiBiz, elle a proposé un cours pour les entrepreneurs de yoga et ça m'a beaucoup intéressée. C'est là où elle a vraiment parlé de l'offre en ligne. Et c'est là où tout de suite je me suis dit, chant, yoga en ligne. Voilà, c'est ça. Donc c'était il y a 1 année et demie. Ok, donc c'est à ce moment-là aussi que tu as rejoint YogiBiz Line. Exactement, ouais. C'est le moment là où j'ai fait vraiment le déclic pour que ça puisse aussi aller au-delà de où j'habite. Il faut passer par la partie donc, en ligne. C'était plus dans ce sens d'aller loin, chercher plus de personnes. Donc, Et quel était du coup ton projet initial en suivant la formation YogiBiz Line? Bon, déjà, moi j'étais tout au début dans le sens où j'avais pas des memberships en particulier, j'étais pas encore dedans dans le monde de l'apprentissage du yoga en ligne. Donc déjà, commencer, voir tous les différents modèles, parce qu'il y a tellement de modèles comme il y a des personnes, et voir ce qui m'attirait et tout. Donc c'était plutôt commencer à découvrir et en tête avoir donc une offre en ligne, mais je savais pas exactement quoi. Donc pour l'instant, ça a été commencer, mais familiariser avec les plateformes, déjà la base, donc liste mail, compte Instagram, la base communication, puis de là aller un petit peu plus loin. Ça m'a pris donc un moment de connaître et puis d'essayer de me confronter à tous ces paramètres. C'est pas difficile, mais il y en a beaucoup. Oui. Au début, c'était ça, et puis par la suite, donc lancer cette offre dont je savais pas trop ce que c'était au début. Tu savais pas vraiment encore quelle offre lancer au début? Non, pas vraiment. Tu savais que ça avait à voir avec le yoga et le chant, mais il te manquait la clarté, c'est ça? La clarté, oui. Et à ce moment-là, je savais pas trop parce que je savais pas. Donc maintenant, avec le travail, je sais pourquoi je savais pas. C'est parce que je savais pas quel groupe exactement j'étais en train de... Je me focalisais. Et comme il y a ça, c'était pas clair. Du coup, l'offre était pas claire, la communication était pas claire. Voilà. Et à quel moment tu as ressenti le besoin de te faire accompagner, donc au-delà de la formation, mais d'avoir aussi cet accompagnement du coup en mentorat où tu as fait appel à moi? Je l'ai ressenti quand je me suis dit, allez, on s'élance. On va faire un challenge, on y va. Et je pense qu'avec beaucoup de courage, j'ai rassemblé tout et je l'ai fait. Mais voilà, je sentais que j'allais à reculons, qu'à tout moment, j'ai envie de lâcher. Parce que, voilà, il me manquait vraiment cet accompagnement à côté de me dire, voilà, j'ai des questions. On peut aussi, bien sûr, on a YogiBiz qui nous accompagne, mais à un moment donné, en tout cas pour moi, il fallait vraiment avoir une voix, un accompagnement vraiment personnalisé, puis avec une personne, une relation 1-1 en fait. J'ai fait ces lancements, j'ai fait tout apparemment, d'un programme à ce moment-là, c'était un programme pour ajouter du yoga à ta pratique de chant, c'était ça. Et ça n'a pas intéressé beaucoup de gens, mais l'apprentissage était très bien. Et après ça, donc ça c'était juin l'année passée. Là, je me suis dit, ok, je pense que... Juin de cette année. Oui, exactement. Oui. Je suis prête pour poser tout ça avec quelqu'un. Je crois que j'ai assez de matériel aussi. Je ne voulais pas prendre un mentor au moment où je ne savais pas faire la base, en fait. Je voulais déjà être au clair, ok, liste mail, montrer ce que j'avais déjà fait. Donc, j'estimais que j'avais déjà un parcours. Oui. Donc, si je comprends bien, YogiBiz Line, ça t'a vraiment donné les fondations, la compréhension aussi de ce marché du marketing digital qui n'est pas inné. Moi, je dis toujours, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le marketing. Du coup, pour moi, je transpire le marketing, si on veut. Mais c'est vrai que quand on est prof de yoga ou de chant, ou dans un métier vraiment qui peut paraître loin de tout ça, c'est un métier à apprendre. C'est des techniques à apprendre. Donc, si je comprends bien, YogiBiz Line, ça t'a vraiment permis de poser ses bases, de comprendre ce marché. Et ensuite, tu avais besoin d'un accompagnement individuel pour vraiment le passage à l'action précis. Ouais. Et puis YogiBiz aussi m'a donné la communauté. Oui. Ça, c'est un grand plus. Parce que même si c'est... Voilà, c'est tous des personnes qui sont dans un parcours plus avancé, moins avancé, mais c'est aussi grâce à YogiBiz que j'ai reçu les mentors. Je me souviens, j'ai une amie artiste, puis elle me parlait d'un mentor qu'elle avait trouvé, puis qu'elle accompagnait et tout. Je me souviens, mais j'ai tellement envie de ça. Et c'est grâce à YogiBiz où tout d'un coup, il y avait toutes les structures, en fait. C'était c'était clair, et puis Donc, ça, c'est aussi un grand plus de ce programme-là. Ouais. On se sent moins seul, du coup. Puis on voit passer les problématiques, les questions. Parce que, voilà, même prof de yoga, mais aussi prof de chant,
on est assez seul, sauf si on fait partie d'une institution, mais même on peut être vraiment chacun dans sa petite cuisine, dans un petit truc, et puis il manque un peu ça. Et avant de travailler ensemble, qu'est-ce qui était encore vraiment flou pour toi? Dans quoi tu nageais vraiment? La niche et puis l'offre. Parce que, ok, yoga et chant, d'accord, mais quand on rentre dans le sujet, après, il y a des nouveaux 10 000 possibilités. Quel type des professionnels, ou quel type de personnes, ou quand, ou... Il y a beaucoup aussi des choses à regarder là. Donc, je pense que j'avais le grand projet, mais manquait vraiment être clair à quel type de clients je voulais travailler avec. Et du coup, quel a été ton déclic? Parce qu'aujourd'hui, tu l'as, ta niche très précise. Donc, quel a été le déclic, en fait, qui t'a permis de réaliser ça? Et du coup, quelle est ta niche très précisément aujourd'hui? Ok, donc on a, bien sûr, avec le mentorat qu'on a fait, on a repris quand même les bases, certaines choses des YogiBiz à refaire. Donc, de nouveau, le travail demander au client qu'est-ce qu'il veut. Enfin, ça, on avait repris. Et puis, c'était deuxième séance, je pense, où on a vraiment fait un brainstorming de tout ce qu'il y avait. Et c'est là où l'évidence de, voilà, mais il faut partir du fait que je suis professeur de chant. Avec les outils de yoga. Et ça, pour moi, c'était, voilà, j'ai compris d'où je devais venir pour parler à ma niche. Et aussi, en travaillant donc avec mes clients en individuel, je me rends compte que c'est vraiment mon client du cœur. C'est vraiment la personne qui a très envie de chanter et c'est pas par où commencer. Et le fait qu'on commence déjà avec les bons gestes, c'est-à-dire les bons exercices corporels, peut-être quelque chose que j'aurais voulu moi-même, où j'ai l'impression que j'ai commencé le chant un peu comme ça, et puis tout s'est un peu construit dans ma tête en désordre, mais peut-être pas. Mais de donner vraiment ces structures claires à ces débutants, c'est ça qui me tient à cœur. Donc c'est là que tout s'est clarifié pour moi. Ouais. Donc maintenant, tu peux formuler clairement ta niche et ton positionnement. Je travaille avec les personnes, les passionnés de la voix, qui veulent apprendre à chanter et puis qui veulent chanter avec confiance. Ouais. Grâce aux outils du yoga. Grâce aux outils du yoga, ouais. Voilà, qui vient peut-être quelque part un peu en deuxième plan. Hein, c'est-à-dire que maintenant, tu mets beaucoup plus en avant le fait que tu es prof de chant. Vocale, ouais. On a vu vraiment, enfin moi qui te suis du coup depuis un moment sur Instagram, j'ai vraiment vu cette évolution. Il y avait toujours le chant, mais c'était toujours plus le côté yoga qu'on comprenait. Et maintenant, tu as commencé à partager aussi quand tu donnes des cours de chant et pas forcément que des cours de yoga. Et du coup, ça va beaucoup plus parler vraiment à ta cible qui sont les amateurs, les chanteurs amateurs et pas forcément les yogis. Débutants, ceux qui chantent dans les chorales, ceux qui sont là, passionnés de la voix à cet stade-là. En tant que mentor, moi j'ai aussi eu vraiment l'impression que c'est à ce moment-là que tout s'est clarifié. Hein. C'est à ce moment-là que tout d'un coup, justement, ta communication sur Instagram, on l'a vu, c'est spécialisé, si on veut, c'est clarifier aussi ton message et aussi ta réflexion par rapport aux offres et à l'offre que tu voulais créer. Est-ce que tu veux nous parler de cette réflexion-là? Oui, on a bien travaillé sur les 2 premières séances vraiment autour de la question qui est forte en fait. Pour moi, ça a été psychologiquement et dans la construction des barrières mentales, un grand chantier. J'avais l'impression que j'allais vraiment avec des marteaux tout cassés. C'était assez... La guerrière. Ouais. Mais c'est un truc que j'adore. Mais sur le moment, quand on le vit, ça fait peur. Et donc, je me disais, OK, je veux installer des bons gestes chez mes élèves. Je veux qu'ils aillent l'art de la répétition, qu'ils puissent répéter chez eux. Quand ils viennent à des cours 1-1, une fois par semaine, ou pour les plus vraiment passionnés, ou bien normalement 2-3 fois par semaine. Comme tous les profs de chant, peut-être qu'on va se sentir identifié du fait qu'on voit que, voilà, entre-temps, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Du coup, je me suis dit, OK, je veux proposer donc un accompagnement. Je ne veux pas dire petit, mais je vais dire un accompagnement à côté qui va permettre qu'ils puissent travailler à la maison avec moi. Donc, il y a les exercices des chants et puis il y a des pratiques des yoga qui sont aussi adaptées à des personnes qui n'ont jamais fait tout âge, tout. Voilà, c'est pas le profil du yogi qu'on connaît. Donc, c'était leur donner quelque chose à faire à la maison, quelque part. Et c'est là où je me suis dit, le membership rentre dans cette... c'est pas un immense programme où on a des modules, où il y a une promesse, disons, à la fin. Il y a une promesse, mais il y a une promesse qui se tient mois après mois. Et aussi une actualisation dans le sens où, voilà, je travaille avec ces clients, je suis à l'écoute de ce qu'ils veulent et à chaque mois, on adapte
pour qu'ils puissent donc avancer. Je le pense aussi en progression, c'est-à-dire on commence par le début, les pratiques des débuts et on avance pour garder donc ces bons gestes et puis ces répétitions. Donc c'est pour ça que le membership pour moi, pour cette niche-là, a fait plus de sens. Voilà. Ok. Donc tu l'as vraiment pensé comme un complément aux personnes qui prennent déjà des cours avec toi actuellement en présentiel. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais qui veulent garder quand même la pratique en dehors et la faire à la maison et pouvoir être, on va dire, autonome. Ça prend un moment. Donc moi, je suis donc musicien professionnel et puis on a nos délais et nos concerts et nos choses à préparer. Mais pour quelqu'un qui fait ça comme ça, sans d'avoir ça, c'est difficile de garder une régularité. Donc c'est un complément, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut aussi suivre puisqu'il y a cette feedback derrière personnalisé. Donc on peut aussi, même si on ne travaille pas avec moi, on peut prendre, pratiquer, chanter et envoyer des questions et des commentaires et même des petits bouts, ils s'enregistrent et puis je peux donner un peu des feedbacks de ce qu'ils font. Ouais. Mais tu es quand même partie vraiment du besoin en fait de la personne qui peut-être prend des cours de chant et qui a besoin de quelque chose à travailler à la maison et qui n'a pas envie de se retrouver tout seul et de ne pas savoir quoi faire. C'était ça la réflexion. Ouais. C'était ça la réflexion, en tout cas à ce moment-là. Ouais. Et du coup, comment tu as lancé ton offre maintenant, sachant que le membership, c'est pas un modèle facile en 2024. On en a parlé aussi avant que tu te décides pour ce modèle-là. Oui. Du coup, comment tu as lancé ton truc, malgré que ce soit justement un modèle qui est difficile? Alors, c'est vrai que c'est un modèle qui est difficile et pour ça, je te remercie. Tu as été toujours très clair par rapport à ce qui se passe, les attentes et tout. Et aussi le fait que tu as un membership depuis 4 ans. J'ai les anniversaires depuis 4 ans. Et ça a été très important. Les choses que j'ai évaluées autour, c'est OK, c'est pas un membership de yoga. Voilà, donc tout part de là. J'ai bien sûr observé le marché de mon côté. Et je trouve qu'il n'est pas aussi saturé que le marché du yoga. Donc ça m'a donné, en tout cas, c'était un point à tenir en compte. On a un travail à faire de ce côté du fait que les gens, on les invite à y croire aussi à ça. S'il n'y a pas cette offre-là, c'est parce que les gens ils pensent que ça ne sert pas, en fait. C'est ça le gros challenge. Et de ces faits, je me suis dit que ça pouvait être donc quelque chose d'intéressant. Ok. Et du coup, on a décidé ensemble que tu allais faire un lancement en mode bêta. Oui. Pour justement tester le marché, voir quelle est la demande, voir comment tes élèves réagissent à ça et aussi pour co-créer finalement l'offre finale ensemble. Est-ce que tu veux me parler du coup de comment tu as mis en place et puis quels sont les résultats de ce lancement? Oui. Alors, donc, on a parlé, il y avait l'option bêta ou l'option pré-vente. Mais je pense que pour le membership, l'option bêta, ça a plus de sens, si je ne me trompe pas. On peut faire les deux. Voilà. C'est ça souvent la réponse. Qu'est-ce qui est le meilleur lancement? On peut tout faire. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un chemin. En fait, c'est souvent ce qu'on pense. C'est que peut-être on suit un programme ou on a un mentor ou bien on voit quelqu'un qui fait quelque chose puis on a l'impression que c'est la manière de faire. Mais en fait, il n'y a pas une manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de faire des lancements en mode, des préventes ou bien des bêtas pour tester en fait le marché, tester ce qui fonctionne, pas seulement par rapport au retour qu'on va avoir, mais aussi par rapport à ce qui est fluide pour nous. Peut-être qu'une fois, tu vas faire un lancement en grande pompe avec un challenge, etc. Puis tu vas remarquer que ça te draine toute ton énergie et tu vas peut-être sentir c'est pas forcément ce que tu aimes faire ou ce que tu es, ou tu as de la facilité parce que tu as beaucoup de résistance et du coup, tu vas peut-être tester la prochaine fois autre chose. Donc, c'est aussi ça qui est important et c'est ça qui est beau aussi dans Yogi Bizline. Je trouve que ça te donne plusieurs pistes en fait et plusieurs choses à tester pour que tu puisses ensuite trouver ce qui fonctionne pour toi et ce qui fonctionne pour ton audience. Ouais. Moi, je pense que le concept qui me plaisait le plus, c'était la co-création. C'était viens créer avec moi. En tout cas, ça me plaisait et ça me donnait aussi l'opportunité de poser vraiment des questions à mes élèves. Est-ce que ça marche pas? Je pense que quand on se lance dans quelque chose de déjà tout fait, tout prêt, tout, il y a peut-être cette pression qu'il faut que ça soit parfait. Ce qui me plaisait beaucoup de l'idée du bêta-test, c'était de co-créer avec mes clients
de pouvoir leur poser des questions directes, leur dire ce que ça vous plaît, ce que ça vous plaît pas. Et donc, pour moi, le bêta-test a été toujours quelque chose que je voulais essayer. Ça avait du sens pour moi. Peut-être que pour un autre type d'offre à l'avenir, ça sera la prévente. Ou... Je pense que ça va aussi dépendre du parcours qu'on a. C'est pas la même chose commencer de zéro avec une toute petite mail list à avoir plus. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, ça faisait du sens la bêta-test. Ouais. Et du coup, Diana, combien de bêta-testeurs tu as pour ton membership? Alors, j'ai 9 bêta-testeurs. Donc, mes clients. Et ça a été un moment tellement fort et j'ai pu leur remercier des vive voix, d'envoyer donc l'information et puis que tout de suite ils sont présentés. Ils ont dit ouais, on sera présent, ça c'était génial. Donc il y a certains de mes clients, certains des anciens élèves que veulent reprendre contact avec moi, mais pour une raison ou une autre, ils sont pas là pour prendre les cours, donc ils sont venus. Et une personne qui n'a jamais travaillé avec moi. Que j'ai rencontré lors d'une répétition qu'on a fait avec, j'ai fait une intervention avec yoga pour les chanteurs. Elle avait aimé ça et puis elle a reçu donc liste mail. Elle a reçu le mail et puis voilà, elle s'est décidée. Donc nous sommes, avec Maddy, nous sommes 9 personnes. Ouais. Super, du coup maintenant, c'est le début. En ce moment, là, on est le 20 novembre, donc tu es en pleine Je suis en pleine bêta-test, oui. Ok, donc tu fais ta première expérience justement de co-création comme ça d'une offre. Oui. Et est-ce que tu as déjà des premiers retours ou des premières prises de conscience ou bien des premiers inputs comme ça? Alors, oui, j'ai déjà eu des premiers retours pour le feedback personnalisé et ça marche très bien. Je trouve ça me plaît. J'ai eu aussi des élèves qui n'ont pas pu se connecter parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Ouais. Donc ça, c'était bien. La petite liste, il faut faire une vidéo où on montre vraiment comment faire. Voilà, parce que ça arrive. On sous-estime souvent, en fait, les freins que certaines personnes peuvent avoir par des peurs technologique, donc c'est pour ça que c'est important de toujours bien tout expliquer. Ouais, parce que même si pour nous, donc dans le monde de YogiBiz, ça va très vite, dans le sens où voilà, on comprend tout ce qu'il faut faire, il y a vraiment une grande population qui n'a pas de membership, qui ne sait pas que ça existe. Donc, et tu as une personne, je crois, qui a 70 ans dans ton membership, non? Voilà. Donc là, il faut faire vraiment la vidéo où on montre, où ça se fait clic et tout, c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui adore le chant et il y en a quand même pas mal, un peu dans les 50 plus qui sont par là, donc ça c'est nécessaire. Donc oui, des prises de conscience et aussi des gens qui sont pas encore, donc il faut le dénommer, il faut aller et puis essayer, et puis, mais voilà, ça se passe bien. Parfois je me dis, mais une sensation que j'ai eue, c'est ok, c'est fait, maintenant je fais quoi? On a envie de faire un truc, je dis mais non, ça fait 3 jours, il y a certaines personnes qui n'ont même pas eu le temps d'allumer l'ordi, c'est une réflexion pour moi de me dire ok, tu lâches et tu le laisses vivre, en tout cas 1 ou 2 semaines avant de dire bon, comment ça se passe, des personnes que, voilà. Ce que j'entends dans ta voix, c'est vraiment du bonheur et de la réjouissance en fait, et ce sentiment d'accomplissement, et c'est ça que je trouve beau avec la formule de lancer quelque chose comme ça en mode bêta, c'est que même si tu fais pas, c'est pas le but de faire un lancement en grande pompe et puis de faire un gros chiffre d'affaires. Du coup, il n'y a pas cette pression non plus parce que tu lances, en fait, c'est vraiment cette co-création. Tu lances vraiment ton projet comme ça avec le monde, comme un cadeau en fait avec le monde, et tu intègres en fait le monde avec toi pour créer ça. Du coup, comme il n'y a pas cette pression aussi de résultats, même si là, tu as fait, c'est super d'avoir 9 personnes, on avait dit 5 personnes, ce serait bien. Donc, ça, c'est ce qu'on s'avait mis, et voilà. Mais je pense aussi que c'est ça qui peut être vraiment beau, c'est qu'on a ce sentiment d'accomplissement et ce sentiment de réussite qui est hyper motivant pour la suite, j'ai l'impression. Ah oui, vraiment. Pour la confiance en soi aussi. La confiance en soi. J'avais déjà eu derrière donc l'expérience de mon premier challenge et tout, où j'avais pas des immenses attentes, et puis, mais ça reste quand même un passage assez difficile, mais bon, j'ai fait mon bilan. Et voilà, donc je me suis dit bon, on a déjà vécu, on sait, on va essayer, mais ça a été tout de suite. Enfin, les premiers mails, les premiers messages à mes élèves, et puis, je sais pas, 2 heures après, il y en avait déjà les 5. Donc, waouh, ça change.
peut-être c'est pas un hasard que cette fois j'étais accompagnée et puis tout d'un coup il y a voilà comme quoi on s'est dit bon j'ai pris les bonnes décisions quoi. De toute façon c'est des processus d'apprentissage, hein. Même quand on fait des flops, hein, ce qui arrive, hein, ça m'arrive aussi de faire des flops, ça reste des processus d'apprentissage. Il y a quelque chose, donc maintenant tu es dans ta bêta, c'est super, voilà, c'est génial. Maintenant j'aimerais revenir sur une thématique par laquelle tu es aussi passé et qu'on a aussi travaillé en mentorat, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Ah oui. Oh oui. Par rapport à ce syndrome de l'imposteur, donc au début, quand j'ai voulu lancer donc mon yoga pour les chanteurs, j'avais en tête un autre type de clients, notamment mes collègues, on va dire des gens qui ont fait le même parcours. Et vis-à-vis à eux, du fait de ma carrière musicale, dans le sens où il y a eu un moment donné où il y a eu beaucoup de concerts et par la suite tout s'est réorganisé autour de l'enseignement et de la famille et voilà, je me suis retrouvée avec un immense complexe de me dire mais en fait tu n'es pas en train de chanter autant que XY, qu'est-ce que tu vas leur dire? Donc c'est là où j'ai me pensé que j'arrive à vaincre beaucoup de choses, mais celui-là j'ai pas pu. Je me suis retrouvée là et je pense qu'on a parlé lors de nos premières séances de dire mais en fait je vois un mur gris devant moi, j'arrive pas à passer. Et voilà, on a continué, on a travaillé autour de beaucoup de choses qu'on retrouve aussi en YogiBiz, des mindset et tout ça. Et le fait que j'ai changé donc ma vision vers un autre client que peut-être en ce moment a plus besoin de moi, c'est pas le sens que c'est plus que ou moins que, ça c'est toujours relatif, mais je sens qu'il a plus besoin de moi, de ce que j'ai à donner. Cet syndrome, il est en tout cas pas parti, il revient surtout. On ne se débarrasse jamais complètement. On avait notre dernière séance le vendredi et puis j'étais là en mode là, je suis en train de me demander si vraiment je vais faire ça. Hein. Nous ça m'en vraiment pas, mais c'est de me dire, revenir toujours à cette message le messager. Et je l'écoute aussi souvent et je sens qu'eux, ils ont besoin de moi. Ouais. Et ça a pour moi plus de valeur que me dire. Faire un produit et le vendre à... Non, ça va servir à qui? Et je vais continuer aussi dans cette ligne et puis de servir les gens. Et puis un jour, peut-être que je pourrais servir mes collègues, certainement. Ouais, voilà. Il y a un exercice qu'on a fait ensemble en séance et puis que je propose souvent par les personnes qui sont très touchées par ça, c'est de se dire, en fait, quand on est touché par ce syndrome de l'imposteur ou ce sentiment d'illégitimité ou bien cette peur du jugement, en fait, on est en train de protéger notre ego. Parce qu'on n'a pas envie de se faire juger, on n'a pas envie de se faire du mal à l'ego. Et en fait, c'est un processus quelque part qui est égoïste. Parce qu'on retient de l'information pour pas blesser notre ego. Alors que là dehors, comme tu l'as très joliment dit, il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as à leur transmettre. Il y a des gens qui rêveraient d'être là où tu en es aujourd'hui. Et quand tu retiens de l'information, quand tu ne veux pas partager de l'information parce que tu as peur de te faire juger, tu es juste en fait en train de protéger ton ego. Et du coup, c'est un processus qui est égoïste. Donc ça sonne un peu fort comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut permettre de donner ce déclic et de se dire, ok, mais pour qui je communique, pour qui je crée des offres? Est-ce que c'est pour mes concurrents? Est-ce que c'est pour les chanteurs qui sont aussi professionnels? Ou est-ce que c'est pour les gens que j'ai vraiment envie d'aider et à qui j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose? J'ai l'impression que ça va aussi pas mal contribuer à libérer, en tout cas un peu ce syndrome de l'imposteur. Il y a toujours des voix dedans. Et l'avantage, c'est qu'avec mes élèves de chant, eux aussi, ils écoutent des voix qui leur disent « c'est moche que tu fais, ce son, il n'était pas beau ». Et moi, je suis là pour dire « non, mais… chante, vas-y, voilà, c'est bon. Donc, je me fais un peu ce travail à moi-même et je suis plus motivée par le fait d'aider à quelqu'un qui a... Souvent, j'ai eu de la peine avec ce point de souffrance. Pour le chant, dans la musique, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité, ça fait souffrir. Il y a quelque chose qui est dans la tête, qui tourne, qui voilà. Donc, et je les vois, ils viennent parce qu'ils veulent apprendre à chanter, c'est quelque chose qu'ils ont toujours voulu. Donc oui, on peut parler de ça. On pose souvent cette question en mentorat, mais moi je ne suis pas sur une thématique où il y a un problème de santé profond, quelque chose, une souffrance profonde, mais en fait c'est pas grave parce que il y a les problèmes que tu veux résoudre, mais il y a aussi les désirs
hein. Et peut-être apprendre à chanter, c'est quelque chose qui va plutôt combler un désir plutôt que de combler une souffrance profonde. Ouais. Mais pour soi, pour une personne qui a cette envie et qui sait qu'il peut s'épanouir par là, ben en fait, le sentiment dans son corps, il est tout aussi puissant que si vraiment tu souffrais d'une maladie ou de quelque chose comme ça. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller toujours dans ces trucs de souffrance et dans le négatif et de pointer ça du doigt. Il suffit aussi juste de montrer ben, qu'est-ce qui est possible, hein, quel désir on pourrait combler et puis qu'est-ce que tu peux faire. Et on touche quand même des problèmes plus profonds hein, avec la confiance en soi et ce genre de choses. Et c'est là aussi ben, la magie des outils du yoga qui travaillent aussi beaucoup là-dessus et puis pas seulement justement sur les techniques de chant et ce genre de choses. Donc je pense que voilà, ton projet, il a vraiment un potentiel fou. Donc je suis super contente de voir ton parcours, de voir où tu en es arrivé aujourd'hui. Et déjà de qu'est-ce que tu dirais à la Diana d'avant qui doutait, qui savait peut-être, voilà, pas, il y a ce manque de clarté. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette Diana-là? J'ai envie de lui dire que l'envie de chercher, c'était bien. Que c'était pas une perte de temps de chercher des possibilités de développer donc ce rêve que j'avais à l'intérieur au lieu de faire autre chose. Hein. Quand on est dans la musique, on a aussi beaucoup de choses à apprendre, répéter. Mais j'ai alloqué du temps pour chercher et je veux lui dire que c'était bien de le faire en fait, c'était pas une perte de temps, que c'était pas dans le vide, voilà, que c'était pas exact. Et qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs et aux auditrices hein, du podcast qui peut-être justement encore galèrent à se positionner, à trouver une niche, à choisir une niche ou à se lancer tout simplement? J'aimerais dire qu'il faut communiquer. Donc, pour moi, personnellement, à part le mentorat, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le travail des communications, notamment sur Instagram. Il y a aussi la newsletter, le blog, voilà. Parce que même si on n'est pas au clair de ce qu'on a envie de faire, le fait de poster, le fait d'écrire, c'est un exercice qui va faire, en fin de compte, le tri des choses. Souvent, donc, je parle d'Instagram parce que c'est un peu mon réseau. C'est le réseau qui me plaît, où je me sens à l'aise. Je poste un peu des trucs à gauche, à droite. On dira, ah non, mais on ne devrait pas parce que l'algorithme et tout. C'est tout le contraire. Il faut poster parce qu'après, il faut regarder et puis se dire, oui, c'est ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Enfin, c'est vraiment aller jouer et ça va se décanter en fait. Soit à l'aide d'un menteur, soit avec, je sais pas, un déclic ou comme ça. Mais le fait de se lancer puis de parler et pas avoir peur des gens qui vont peut-être pas suivre parce qu'on a pris un autre chemin, forcément, si on nous suivait pour une type des contenus ou de newsletter et puis tout d'un coup on a shifté et il part, voilà, il faut qu'il parte, il n'y a pas de problème. J'avais peur de ça avec les premières mails que j'avais, c'était mes collègues. Et quand j'ai commencé à parler de les tips pour apprendre à chanter, j'ai perdu beaucoup de gens. Mais voilà, c'est pas grave parce que peut-être certains restent parce que ils sont aussi des profs des chants et ils se disent tiens, c'est une autre manière de voir la chose ou comme ça. Donc il faut continuer à communiquer, il faut continuer à poster, il faut continuer à faire des reels. Parce que ça, c'est une continuité. Si on ne le fait pas, si on ne commence pas, même si ce n'est pas la bonne niche ou on ne sait pas quelle niche, comment on va faire pour la trouver non En tout cas, ça a été mon parcours. Donc, il faut le faire, il faut se lancer avec les bonnes pratiques qu'on a pu apprendre donc, au YogiBiz, aussi avec toi. Donc, des contenus qui est simple, des choses qui ne prennent pas 17 heures, voilà, une régularité et aussi comprendre donc, ces étapes. Donc, pour qui c'est les stories, pour qui c'est les posts, pour qui c'est les reels. Grosso modo, hein, pas spécifique, mais si on fait ça, je pense que ça peut aussi aider à trouver cette niche, à pivoter facilement. Enfin, voilà, ça fait partie, je trouve. Ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que le passage à l'action, en fait, hein, c'est de passer à l'action et de ne pas tout le temps rester dans sa tête. Hein. Donc, que ce soit sur Instagram ou bien justement avec la création d'une première offre, hein, parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Et puis, aussi d'analyser le retour. Hein. Et là, moi, j'aime, bien sûr, les statistiques, c'est important, il faut analyser ces statistiques, mais finalement, c'est aussi l'échange, hein, l'échange avec les gens et de se rendre compte, dans les échanges aussi, quels sont vraiment les besoins des gens, d'apprendre à les connaître et de voir aussi sur quel niveau vous vibrez l'un avec l'autre et comment tu peux aider les gens.
C'est ça. Et c'est là que la magie, elle opère, parce qu'une fois que tu as compris ça, et c'est le processus par lequel tu es passé, c'est là que tout devient plus fluide. Hein, la communication sur Instagram, la création d'offres, voilà, tout se met en place un peu avec plus de fluidité. Ouais. Puis c'est un travail, si on admire les gens qui sont plus avancés, comme les mentors, comme Cécile, c'est parce qu'il y a un travail derrière tout ça, et puis on parcourt le même chemin, en fait. Ouais. On a, dans cette société, on a toujours envie que des premiers coups, ça soit aussi bien. Pareil avec le chant, hein, on veut du premier coup faire la chanson parfaite. Et puis mon travail à moi, c'est de dire non, mais écoute, tu sais, ces gens qui sont là, ça fait hyper longtemps ils sont leur technique. On va trouver ta voix, ta technique. Mais c'est une construction des sociétés, de notre vie, qu'il faut toujours déconstruire aussi. Donc dans la musique, je fais pareil avec moi. Ouais. Et du coup, Diana, si aujourd'hui quelqu'un nous écoute et a envie d'apprendre à chanter grâce aux outils du yoga, comment on peut te trouver? Je suis donc sur Instagram, c'est Diana Chant Yoga. Mais ton membership, est-ce qu'on peut le rejoindre? Ah, alors, nous sommes toujours en mode bêta test et le lancement, donc, ça sera pour le 1er février, donc de Vocal Flow. Et donc, à ce moment-là, il y a une liste d'attente voilà. où on peut s'inscrire dès maintenant, oui. Ok, je demanderai à Cécile de mettre tous les liens dans la barre de description. Est-ce que tu souhaiterais ajouter un dernier mot, un mot de la fin pour conclure cette interview? J'aimerais dire que ça a été très important pour moi de trouver YogiBiz, de te rencontrer, Tina, vraiment. Très important. Et toute la communauté donc, autour de YogiBiz, Cécile, ça a été une très bonne décision. J'ai pris ça les jours de mes 40 ans. Ah. Voilà, c'était très symbolique parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'ouvrait à moi. Et une année après, hyper contente. Donc, je conseille aux gens qui hésitent de venir et puis à mes collègues de continuer. Voilà, on va continuer avec nos propositions, nos offres, et puis voilà. Persévérer. Oui, alors il y a que ça, il ne reste que ça, persévérer. Ok, merci beaucoup Diana d'avoir pris le temps de m'accueillir chez toi dans ta magnifique yourte. Quand tu veux, c'est chez toi. Et merci aux auditeurs et aux auditrices de YogiBiz Podcast. Je me réjouis de revenir peut-être prochainement de nouveau sur vos ondes avec un nouvel interview.